une initiative de Peuple et Culture Wallonie-Bruxelles ASBL dans le cadre du projet PCI Visible, réalisé avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Durant la nuit, la pluie pénètre les rêves de Clara. Dans le fracas de fond de la rivière, un bruit de choc creux à proximité la réveille. Nous sommes toujours sur le territoire de nuit. Crépuscule ne se glisse pas encore jusqu'à nous. L'esprit de Clara est happé par le bruit de la rivière gonflée, toujours aussi prégnant. Clara aiguise ses oreilles et essaie de discerner s'il pleut toujours. Elle ne perçoit pas le crépitement de la pluie sur le sol. La gouttière ne semble pas non plus dégorgée. La rivière est-elle montée? Ses yeux veulent voir. Clara se lève et va à la fenêtre. La veste, je l'ai eue dans mon salon. L'eau a envahi sa rue. J'étais loin de m'imaginer que je ne rentrerai jamais chez moi. Rêve-t-elle encore? Je pense que c'est quelque chose qui existait, qui a toujours existé et qui s'est révélé à ce moment-là d'une manière extraordinaire et que ça continuera. Parce que je crois qu'on a une vision très négative de l'être humain et être confronté à ce genre de catastrophe, ça te fait voir l'humanité dans tous ses aspects. Donc, et notamment dans les aspects les plus positifs qui existent et qui sont celles d'une solidarité qui dépasse l'esprit sécuritaire dans lequel nous sommes et les institutions. C'est des élans spontanés de gens qui s'organisent, qui se rencontrent et qui se donnent des coups de main. Donc ça réconcilie complètement avec l'humanité et je me dis c'est une expérience très positive à ce niveau-là, quoi. On n'aurait jamais imaginé une entraide comme ça. On n'aurait pas du tout imaginé. Même notre voisin. Oh oui. Il y a une entraide maintenant. Ah oui, qui n'avait pas avant. Qui n'avait pas avant. Ah oui. Et il y a un accueil, parce que vous passez dans la rue. Bonjour, comment ça va? Et tout. Alors que d'habitude, on se dit bonjour de temps en temps. Hein, mais c'était pas comme maintenant. Non, maintenant c'est plus solidaire. C'était pas comme maintenant. Non, maintenant c'est mieux. Ah, ouais. Il y avait des personnes avec qui je n'avais jamais parlé. Mais vous parlez même pas, voilà. mais maintenant tout le monde se parle. Non, tout à fait, tout à fait. Il passe quelqu'un dans la rue, il vous dit bonjour, ça va, on n'est pas besoin d'une sorte ou l'autre. Non, c'est très gentil. Oui, elle a abîmé les escaliers, ils allaient presque tomber. Le propriétaire était en vacances et ne pouvait pas vraiment nous aider parce qu'il était loin d'ici. Je pense que les gens qui nous ont entourés, qui nous ont encadrés, nous ont quand même permis beaucoup de nous redynamiser, de nous relever de ça, parce qu'il y a des moments où t'en as marre, quoi. Maintenant, ça a quand même fait du bien d'avoir tous ces gens-là. Au moins, vous voyez qu'on était soutenus. Et ça faisait du bien de voir les gens qui venaient. Après nos aînés abandonnés et mourant seuls dans les maisons de repos, voici maintenant le déluge. Alors allons-nous vraiment continuer comme avant? Pouvons-nous encore dire que ce n'est pas le moment, ou que nous n'avons pas assez d'énergie, car forcément après ça, tout le monde est épuisé, et plus rien n'a de sens, tout est à refaire, et c'est le moment. La terre nous impose et nous oblige à tout repenser à partir d'elle, avec l'urgence de faire corps ensemble. En mars 2020, ils ont connu à peu près la même chose que nous avons connu, c'est-à-dire à Sarayaku, c'est la rivière Bobonasso qui a débordé. Il faut savoir que eux, il s'est mis à pleuvoir en journée, la nuit et la journée suivante. Ça a fait déborder une rivière de façon telle qu'ils ne l'avaient jamais connue. Ayudándonos, haciendo mingas, siendo solidario, ayudando a hacer chacra, a hacer casita que los llevó el río.
Alors, non seulement ils ont perdu tout ce qu'ils avaient cultivé et donc leur seul moyen de subsistance, mais pendant ces inondations, des maisons, leur construction, leur lieu de vie a été emporté. Donc il y a des familles qui se sont retrouvées sans pouvoir se nourrir, mais également sans pouvoir se loger. Et donc, comment elles ont fait face à ça, comment le peuple ensemble fait face à ça, de la même façon que nous, en fait, je viens de m'en rendre compte, c'est en unissant leurs forces. Le peuple Sirayaku s'est uni une fois de plus pour permettre à ceux qui avaient perdu leur maison d'en reconstruire une, à ceux qui avaient perdu leur plantation de ressemer et de mettre toutes les forces et tous les biens en commun. Et toi, Saint-Maria, c'est ce que tu as senti ici à Verviers? Nous, si on n'avait pas eu les autres, on serait toujours en train d'attendre l'aide venue de nulle part qui n'est jamais arrivée. La petite ville où vit Clara fait partie de la florissante Europe. Florissante grâce à courant du Golfe qui la baigne de son air tempéré et humide. Courant du Golfe traverse l'océan Atlantique depuis les Antilles et repousse les vents sibériens du nord-est, froid et sec. La fonte actuelle des glaciers arctiques, irréversible, entraîne un flot d'eau glaciale vers le sud qui essouffle le courant du Golfe et déstabilise l'enchaînement des saisons. En amont de sur la rivière, 2 barrages ont pour mission de veiller à l'approvisionnement en eau potable des villes et cultures de la région. L'humain gère. Nous gérons. On a eu le deuxième jour qu'on a eu 3 messieurs, des gens qui s'y connaissent, quoi, pour vous dire si votre maison était encore... chez moi, par exemple, dans un WC, il y a une grande fissure. Ils m'ont dit, madame, cette fissure-là, bon, je dis, monsieur, elle était là avant moi, je dis, elle sera là après moi, je dis, elle n'est plus là parce qu'on a réparé. Mais je veux dire, ça n'avait pas de problème. Je pouvais rester dans ma maison. Mais ici, c'était pour le plancher. On disait que ce n'était pas stable. Et il y en est venu des personnes beaucoup plus grosses et beaucoup plus fortes que ces personnes-là qui étaient là, qui ont regardé, qui ont dit, mais c'est pas possible ça. Regardez comment ils sautaient. Vous voyez bien, il n'y a rien qui bouge. Il n'y avait rien qui bougeait. Hein. Et vous avez pu rester? J'ai voulu rester. J'ai dit, je ne partirai pas. On m'avait donné un papier pour mettre sur ma porte des policiers qui sont venus. Bien gentils, les 2 garçons. Hein? Ils faisaient gloire de voir. Et c'était 2 jeunes, en plus de ça. Et on était beaucoup de personnes ici sur la rue, comme on était, puisqu'on était dehors, tout le monde. Et il dit, madame, je vais vous donner un papier. Il me dit, un papier, je dis, oh. Ben oui, dit, affiché sur votre porte, il me dit. Puisque vous ne pouvez plus rester dans votre maison. Ben, je ne le mettrai pas, monsieur, je dis. Ben, je vais quand même vous le donner, d'ici. Ben, si vous voulez, je dis, donnez-le-moi, je dis. Vous allez voir ce que je vais en faire, je dis. Et il m'a donné le papier, je l'ai jeté à terre. Et je dis, je ne bougerai pas, n'est-ce pas? Je dis, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, je ne bougerai pas, je dis. Il faut savoir qu'il le savait quand même, hein. Il ne faut pas l'oublier, hein. Au niveau, je vais dire, des régions, comme la région wallonne, je ne sais pas qui s'est occupé, c'est des marchands d'eau en fait. Parce qu'il faut savoir quand même, quand on voit le prix du mètre cube d'eau, il n'y a pas de souci. Et ça a été prouvé même bien après. Au lieu de vider le barrage avant, ils ont laissé le barrage tel quel, quoi. Je pense qu'ils ont pris un peu les choses à la légère. Je pense. Je vais dire que moi je parlais tout à l'heure avec un homme qui a travaillé 37 ans au barrage. Il y avait 70 personnes à l'époque. À l'heure où je vous parle, je crois qu'il y a peut-être encore 5 ou 6 personnes qui travaillent encore. Hein. Donc, depuis les années 60, hein, je parle bien entendu. Hein. Donc tout ça aussi, quand c'est commandé de Namur, le gars qui chipote au barrage ne connaît pas Limbourg, il ne connaît pas Eupen. Hein. Plus le manque d'entretien. Mais bon, on n'en a pas parlé de ça. Hein. C'est pas vers où on va. Mais bon, ça reste quand même
petit village, Dolin-les-Bourgs, on s'est pris tout en première ligne. Hein. Parce qu'avant nous, il n'y a jamais que Eupen. On a parlé beaucoup de Pépinster, Verviers et toute la vallée, mais Dolin, on n'a pas parlé beaucoup. Hein. On a une très très bonne bourgmestre, hein, pourtant. Et qui a fait énormément, hein, et qui fait toujours. Ah, nous autres, on a été évacués, je crois qu'on est la seule ville à être évacuée. Hein. Oui, oui, elle a pris ses responsabilités. Hein. La presse parle d'une annonce provenant du barrage en amont des cabanes. Ce barrage a pris le nom de la rivière, son nom d'origine pré-celtique. Ce n'est pas le nom d'un cours d'eau de plaine, large et nonchalant. Ce n'est pas non plus celui d'un torrent de montagne. C'est le nom d'une rivière dans la vallée qu'elle a creusée. Un barrage n'est pas une rivière. Un barrage ne creuse pas. Il inonde. Je ne veux pas mettre le doigt sur une personne qui a poussé un bouton, ouvert une vanne ou quoi que ce soit d'autre. Je sais très bien comment ça se passe. Il y a des petits et il y a des grands. Les grands demandent aux petits et on frappe sur les doigts du petit. Donc le petit qui ouvre la vanne, bah, c'est pas lui la faute. Et pourtant, c'est à lui c'est lui qu'on va incriminer. La montée des eaux, je pense qu'elle a toujours existé, elle a toujours été là, donc elle s'est toujours faite. Maintenant, je pense que de cette façon-là, elle ne l'était pas. Je pense qu'il y a une part de gestion de plus loin qui n'a pas été faite peut-être correctement et que c'est pour ça qu'on a eu ce tsunami-là, quoi. Maintenant, la montée des eaux, ça certainement, elle aurait eu lieu, mais pas dans ces conditions-là. C'est ce que je pense, peut-être comme beaucoup de personnes, quoi. Ce ne sera pas 2 fois. Si c'est une 2e fois, je ne reste pas. Je m'en vais. Parce que c'est trop violent. Bon, on a beau avoir des ressources d'énergie, à un moment donné, les choses s'épuisent aussi. Hein. Et puis vivre sur un danger permanent, c'est pas agréable. Ici, j'ose espérer, parce que je pense que les facteurs qui ont déclenché cette catastrophe sont multiples. Il y a une part de raison humaine, enfin des raisons humaines, et que les personnes qui sont en charge de la sécurité en tirent les leçons, je pense, et j'ose espérer en tout cas, et que ce ne sera jamais plus de pareille intensité, parce que le coût est énorme en coût humain, en coût matériel, en coût psychologique. Après une lune, l'évidence est toujours là, devant moi. Nous sommes toutes et tous profondément perturbés. Notre capacité de concentration est troublée par une situation qui nous immerge toujours. L'eau est retournée dans son lit quelques heures après en être sortie. Les conséquences et les répercussions quant à elles restent indescriptibles et inimaginables. Nos cerveaux dérapent. Bien sûr, la vie continue. Bien sûr, chacun essaie de reprendre vie. Il y a maintenant en moi un besoin impérieux de repenser les choses, un besoin de revoir mes raisons d'agir. Le débordement de la rivière m'a mise sous pression. Trop de déchets sont passés dans ma rue. Trop de déchets sont aujourd'hui incrustés partout dans notre paysage. Trop de déchets restent coincés au fond de mes yeux. Rien en moi ne saurait reprendre comme avant. Rien en moi ne saurait reprendre comme avant. Je pense que je l'ai vu de trop près. Voilà, l'eau du barrage, que ce soit de la Gilep, de Eupen et de tout ce qui va avec, des failles et autres. Voilà, ils ont atterri à un moment donné dans mon jardin. Donc, bon, si ce n'avait été que dans le jardin, ça aurait encore pu passer, mais dans ma cave et dans la maison, quoi. Donc, à 1m70 dans la maison, bah, ça fait des ravages. Et je fais 1m70, donc voilà, je suis ravagée. Quelque part, à un moment dans ma tête, voilà, oui, on s'en sort pas indemne.
Psychologiquement, moi, je ne m'en suis pas rendu compte, mais j'ai fait une dépression sans m'en rendre compte. Donc, c'est sûr qu'il a fallu se remettre en question, se reconstruire. Euh, Partir de chez soi, c'est toujours pas facile, hein. Donc, perdre tout, aller, pas de meubles, on n'a plus de repères, on n'a plus rien, en fait. Maintenant, quand il pleut un peu fort, on regarde l'eau pour voir comment elle est. Du premier, je vois l'eau. Hein, comme chez toi, tu vois l'eau aussi. Tout à fait. On regarde où l'eau monte. Hein. Elle vous fait peur aujourd'hui? Oh, non. Non. On regarde Parce quand que même, on regarde où méfiant. elle est, hein. Voilà. Mais on ira sur le pont, on ira regarder, il y a ça l'eau. Ben voilà, c'est pas pour maintenant, c'est tout. On ne peut pas ne penser qu'à ça, c'est pas possible, sinon on va devenir Oui, c'est ça. Hein. déjà pas mal. Ces inondations sont venues vraiment comme un vrai cauchemar qui se réalise. Et depuis lors, les pluies abondantes m'inquiètent. Moi, j'ai encore un petit peu peur quand il y a de la pluie. À chaque fois, ça m'angoisse quand je vois de la pluie. Quand il pleut beaucoup, ça m'angoisse de voir de l'eau par terre. J'ai l'impression que j'ai toujours les images en tête, ça part pas. Et les inondations, elles t'ont fait plus peur que de quitter un pays? Je ne sais pas, j'avais vu la guerre devant moi. Mon père avait failli mourir dans une explosion qui avait lieu à côté de la mosquée. Mon père était sur le point de mourir. Il était blessé et il y avait presque tout le monde qui était mort. Et il y avait deux qui étaient encore survivants. Lui et une autre personne. Et mon père lui-même, il est venu, il a tiré les morts dehors, tous les morts, tout le monde. Et lui, il était quand même assez blessé. Et ça aussi, c'était un choc pour moi. C'était vraiment un traumatisme, au point que je m'en souviens toujours maintenant. Et les inondations aussi, je l'ai aussi vu beaucoup se battre pour sa vie. Il allait nous chercher un chemin pour partir, pour ne pas avoir les inondations. Parce que la rue qui était juste à côté de nous était déjà inondée. Il y avait de l'eau, mais on s'est dit que l'eau n'arriverait pas. Et dès qu'il avait vu de l'eau, il s'est dit c'est bon, on doit partir. Donc il est parti. Et puis tout d'un coup, il a juste vu l'eau arriver et il s'est noyé dans l'eau. Heureusement, il a réussi à se rattraper. Il est monté sur des murs, il a grimpé, il s'est beaucoup accroché. Et heureusement, il est arrivé. Ma mère et le voisin qui est juste en dessous de nous, ils l'ont tiré, ils ont ouvert la porte qui s'était cassée. Ils allaient aussi partir avec lui, mais heureusement, ils ont survécu. Ils l'ont tiré et on est monté jusqu'au 3e étage. L'eau était arrivée jusqu'au 1er étage, plus ou moins. Donc ça fait 2 fois, pour moi, c'est énorme. J'ai vu beaucoup la guerre et les inondations. Exactement une demi-lune après qu'eau déborde, un conseiller communal de l'opposition prend la parole. La colère est grande dans nos quartiers. Il y a un sentiment d'abandon particulièrement vif. Il est aujourd'hui d'autant plus immense qu'il existait déjà avant les inondations. Nous sommes dans une des villes les plus pauvres, avec les quartiers les plus impactés, ceux qui sont déjà les plus abandonnés par l'État. Vous parlez du sentiment d'abandon, répond la bourgmestre. Bien évidemment, nous l'entendons, nous le ressentons, puisque nous avons énormément de personnes sur le terrain. Des experts nous disent que ce sentiment d'abandon est habituel dans ce genre de crise. On ne se satisfait pas de cette réponse, mais nous avons du mal à la comprendre. Nous avons peur de rébellion dans certains quartiers. Nous devons davantage comprendre, nous devons avoir davantage de visibilité. Il n'y a rien de pire que de faire son maximum et que la population ne s'en rende pas compte.
Oui, je voudrais déjà qu'ils remettent tous les ponts, qu'ils réparent tous les ponts et c'est tout. Ben, qu'il faut refaire le pont, qu'il faut changer un peu le quartier. Et ça use notre essence. Et pour le bus aussi, on peut pas prendre le bus. Genre de base on prenait le bus et tout, mais là maintenant on peut plus parce que du coup on doit aller le prendre de l'autre côté. Si on est bloqué, comment on peut passer? Non. Non, je suis forte pour les enfants, pour aider mes enfants. Mon mari, il triste beaucoup, mais non pour les enfants. Je dois forte pour mes enfants, oui. Comme ça, j'ai changé, oui, beaucoup de choses. Je dois faire moins, oui. Oui, mais mon mari, depuis après inondation, 1 an et demi, pas bon. Non, pas bon. Oui, ou déménager, je suis déménagée. J'ai déménagé à Pepinester, après ça va. Ce fait précis, cette catastrophe des inondations, est-ce que toujours selon toi, elle a fait bouger les lignes, les ponts, les passerelles de cette notion d'interculturalité, ou elle l'a peut-être même au contraire fait reculer? Enfin, est-ce qu'elle a modifié quelque chose dans la notion d'interculturalité, enfin dans le vécu de l'interculturalité? Alors, je pense que dans l'immédiateté, oui. Parce qu'en fait, à un moment donné, sur le terrain, dans les quartiers, il n'y avait plus des habitants de Préjavet, des habitants de Zy, il n'y avait plus des Marocains, des Turcs, des Belgo-Belges. Il n'y avait que des gens qui avaient des bottes et des raclettes. Et donc, quelque part, on a tous parlé la même langue à ce moment-là parce qu'il fallait fonctionner ensemble. Malheureusement, je pense que c'est comme les élans de solidarité qui ont été vraiment très, très, très forts immédiatement. Avec le temps, ça s'estompe. Et on est revenu, je pense, à une situation similaire à la situation pré-inondation, mais aussi similaire à la situation pré-Covid. Malheureusement, on n'arrive pas à capitaliser sur ces drames pour avoir un projet commun. En tout cas, d'un point de vue interculturalité, lutte contre les discriminations, on est vite retourné à une situation tristement de base. Et aujourd'hui, à Pepinster, vous êtes toujours près de l'eau, vous êtes près de la Vesdre? Oui, nous sommes toujours près de la Vesdre parce qu'on s'est dit, peu importe où on va, il va toujours avoir quelque chose. Par exemple, si on va tout en haut de la montagne, il pourrait y avoir un tremblement de terre ou n'importe quoi, ou un ouragan, on pourrait s'envoler. Donc peu importe où on s'en ira, il y aura toujours quelque chose. On s'emploie à se souvenir. Chaque année, on remettra ça. On le tient, notre 14 juillet, notre défaite régionale. Dans un mois, on préparera les barbecues sur les rives des eaux cruelles et on se souviendra de conserves. Personnellement, j'ai plutôt envie d'oublier cet événement car j'ai déjà tout dit. Nous avons été abandonnés à nous-mêmes. La terre nous enrôle dans ses débordements, noyant dans la splendeur de ses déferlements nos quelques précarités. Nous l'avons bien cherché. Je reste aussi solidaire avec les propriétaires qui vont voir leur maison détruite et achetée par la ville à un prix indigne. Psychologiquement, j'ai besoin de prendre des distances avec cet événement pour aller de l'avant. Le divorce avec la nature, notre référent suprême, est consommé. Résilience, heureusement. Les plus précarisés ont bien sûr le plus souffert. Mais j'ai l'impression que c'est trop tard. La plupart des gens me semblent plutôt vouloir se débarrasser de cette étiquette qui colle aussi au centre-ville et à la précarité. Vesdre. Je sais qu'à la nuit, des kidams te font don de leurs encombrants. Ni vu ni connu. Tu veux du pneu? En v'là. Et de la déjection, de l'excrémentiel. Un florilège du tout y passe balancé en stummeling avant le premier chant du coq. Je continue ma réflexion en cuisinant et je me dis que tous ces déplacés dans l'ombre ne seront jamais indemnisés pour leurs relations sociales. Le grand crime, le crime originel, a été fomenté en amont. Il est l'enfant d'un processus inéluctable qui a pour nom progrès.
Les propriétaires ont augmenté les loyers partout. Les meubles et les vêtements, tu retrouves. Alors, oui, on est fatigué de toute cette merde, de la boue, jusqu'à dans nos cœurs. Mais c'est beaucoup plus difficile à nettoyer. Avec moi le déluge.